Bonsoir tout le monde et bienvenue pour ce dernier live FAQ de la FAQ 2025. Bienvenue sur Cinefiles pour une soirée où nous allons terminer un peu certaines interrogations, certaines questions, certains sujets qui ont été récupérés tout au long de l'année. Et évidemment, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser. Je vais me mettre un peu de musique parce que on va peut-être rester là pendant 1h30, 2 heures éventuellement, plus ou moins. C'est souvent la dernière partie, je sais jamais si le live va être très long ou non. Là j'ai encore quelques éléments que je me suis noté. N'hésitez pas bien sûr à intervenir dans le chat si vous avez des questions. Je vais peut-être commencer cette dernière partie par peut-être un retour sur quelques séries que j'ai pu voir durant cette année. J'avais déjà évoqué To Be Heroics dans une des parties. Là je vais peut-être, et d'ailleurs je crois que ça avait été remonté dans un commentaire récemment, un peu mon avis sur Chief of War, l'espèce de super série qui a coûté un bras avec Jason Momoa sur les guerres des îles entre tribus. Une série qui s'annonçait vraiment très bien avec le premier épisode où on voyait l'argent couler à flot littéralement, une grosse production, mais la série s'essouffle pas mal. Il y a un cœur qui est très mou et finalement une attente en fait de quelque chose qui doit se passer, mais avec la mise en place de tous ces personnages et leurs relations qu'on veut étoffer, eh bien ça ralentit vraiment le rythme et on doit attendre, on doit scoltiner tous les épisodes de la série pour qu'à la fin on ait enfin le dénouement, alors qu'on aurait peut-être souhaité le dénouement avant. Enfin, on aurait peut-être souhaité. J'aurais peut-être souhaité, mais je crois que je ne suis pas le seul, puisque l'engouement pour cette série a dégonflé comme un ballon de baudruche. C'est un peu dommage. L'effort est là, hein. Mais ce qui veut dire aussi que la deuxième saison, je ne sais pas comment ils vont la faire, parce que les chiffres n'ont cessé de dégringoler pour celle-ci, donc bon. En plus, ça se termine sur une espèce de cliffhanger très étrange, où le méchant, il fomente son plan de conquête du monde au milieu de gens qui niquent. Ça doit être peut-être un rituel de là-bas, mais c'est un peu étrange, voilà, un peu étrange. Donc la série se termine sur une note qui donne pas envie de voir la suite, donc c'est mal barré. J'ai vu The Last of Us saison 2, je m'en souviens déjà plus, et ils ont fait des choix qui sont discutables. Pour vous donner une idée d'un choix qu'ils ont fait, bien sûr par rapport à l'adaptation de The Last of Us Part 2, dans la série, non, au jeu, plutôt partir du jeu. Dans le jeu, nous avons Joël et putain, je sais même plus comment elle s'appelle, Ellie, je crois. Je peux me tromper, oh là là. Et bien dans le deuxième, Joël, il va tout d'un coup sauver la vie d'une personne qui s'appelle Abby. Et Abby amène Joël dans un espèce de chalet où il y a le reste de ses camarades à Abby. Et bon, Joël, il est accueilli, voilà, mais il sent qu'il y a un truc qui tourne pas rond avec Abby, qu'il y a quelque chose qui va pas. Et tout d'un coup, il se fait tirer dessus par Abby, justement avec un fusil. Et ça, on peut pas le voir, on peut pas le sentir, on ne le sait pas. Parce que quand on joue Abby et qu'on rencontre Joël, eh bien, il n'y a aucun indice qui nous dit qu'elle en veut à Joël. Donc ça, c'est créer, voilà, un effet de surprise. Bon. Eh bien, la série, je crois qu'une des premières scènes, c'est Abby qui dit « Ouais, je vais te tuer, Joël !» comme une espèce de cinglé. C'est-à-dire qu'on vend la mèche. Bon, on pourrait se dire que la série, elle veut faire différemment que dans le jeu vidéo et que les gens qui ont vu le jeu vidéo, ils savent à quoi s'attendre. Donc on n'a pas besoin de faire tout ce suspense. Mais je pense aussi qu'une série de ces ampleurs avec l'argent dépensé, c'est aussi une série qui se destine à un public qui n'a pas fait le jeu. Et je suis sûr que rien que dans le chat, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas fait le jeu et qui ont bien envie de découvrir la série. Et je pense que cramer une belle cartouche comme ça dès une première scène, eh bien, en effet, ça peut créer du suspense parce qu'on sait dès le départ qu'elle en veut à Joël. Donc, quand Abby se rapproche de Joël dans la série de HBO, eh bien, on sait que ça va mal se passer. Donc, ça crée
un fossé dramatique entre ce que c'est Joël et ce que nous savons spectateurs, ça je l'entends, mais par rapport à l'effet de surprise et finalement de surprise par rapport à ce qui se passe dans le jeu, c'est-à-dire qu'on n'est jamais sûr dans le jeu que les humains sont véritablement nos amis, nos alliés, eh bien là, la série ne fait pas ça, justement. Moi, je trouve que l'effet est moins efficace de garder une indécision, une attente de quelque chose et une indécision, ce que fait le jeu, plutôt que nous vendre la mèche dès le départ. À cela s'est ajouté d'autres personnages qui sont inintéressants et pour lesquels j'ai déjà plus la mémoire, c'est triste. Et peut-être une résolution qui est un petit peu dommage. Bien sûr, on étire pour pas pouvoir couvrir tout le jeu. Je trouvais ça regrettable. Et finalement, eh bien, je me souviens plus vraiment de la fin de la série. Je crois que ça se termine à la moitié du jeu, à peu près. Je vais pas rentrer dans ce qui se passe dans le jeu. Hein. Le jeu, c'est vraiment comme une série. Hein. Sauf qu'on la joue, cette série. Ouais, j'ai vraiment été assez déçu de The Last of Us Part 2. Et s'il y a une Part 3, bah, je la regarderai pas. J'ai regardé aussi The Bear saison 2. Dans la saison 2, alors moi j'ai trouvé ça un peu curieux, c'est qu'ils ont passé quand même toute la saison à refaire le restaurant. Il y a refaire les restaurants, mais aussi refaire le menu. Donc on envoie les gens en Europe, je crois, pour faire des gâteaux ou je sais pas quoi. Il y a Marcus, c'est un personnage que j'aime beaucoup, Marcus. C'est le grand Black qui fait des gâteaux, qui fait des desserts, et il est d'une sympathie formidable, et il part en Europe chez un chef cuistot que connaît le héros, pour aller faire des gâteaux et pour fabriquer des choses et être aussi sous la coupole d'un nouveau chef. C'est un super bon passage. On a justement tous les problèmes. On a le cousin qui va commencer à faire le majordome, là, celui qui va s'assurer que tout se passe bien dans la salle. Donc il va avoir un stage dans un restaurant de luxe où il va pouvoir observer les choses, essayer d'avoir un peu de standing. Et alors lui, il a une belle progression dans la série. C'est vraiment plaisant parce que dans la première série, il était insupportable. Dans celle-ci, il a vraiment une belle montée. Les personnages sont bien construits. Bon, moi, l'épisode qui se déroule là dans un espèce de fête de famille, moi, j'ai trouvé ça obscur et chiant. Ok, c'est très bien, c'est pour diluer. Oh là là, je crois que c'est un plan séquence. Enfin bon, c'est des trucs de crâneur, ça, les plans séquences. D'ailleurs, il y en a un, je crois, de mémoire, qui se déroule justement quand il y a l'ouverture du nouveau restaurant. Et on va et vient entre ce qui se passe dans la salle où tout est calme, les gens sont contents et tout ça, et la cuisine où c'est l'enfer, où les gens crient et tout ça. Et évidemment, au vu du bordel que c'est dans la cuisine, les gens dans la salle auraient forcément entendu. Faut arrêter de déconner. Mais bon, c'est le principe du cinéma, c'est le principe de l'illusion. Avec, bien sûr, vous savez, les retournements où le mec est dans le frigo, il crie toute son âme qu'il emmerde tout le monde, et comme par hasard, juste à côté, il y a sa petite copine. Vous voyez, vraiment des trucs... ouais, ça, c'est pas une très bonne écriture. Ou on va dire que c'est une écriture qui tire. Voilà, ça tire, ça force des machins, ça force des situations. Parce qu'il faut tout conclure, quoi. Donc moi je suis pas convaincu sur cet aspect-là. Je trouve les personnages ont de fortes évolutions. Les personnages, c'est le point fort de la série, et c'est pas les espèces de petits montages rapides avec des inserts et des bruits sur les inserts qui fait que c'est une bonne réalisation, tout ça. Non, c'est un espèce de tout. Et pour moi, ce sont les personnages qui sont les plus attrayants à suivre. Je veux dire, on n'apprend pas à faire la cuisine en regardant The Bear, hein. Ça, il faut pas se leurrer, hein. Ce que j'aurais espéré voir un peu. Mais non, c'est pas ça, hein. Autant regarder La Passion d'Odin Bouffant, hein, pour la cuisine. Hein. On regarde plus comment ils font. Hein. Mais ouais, non, The Bear, c'est un peu surprenant d'avoir fait comme ça par rapport à la première et d'avoir passé toute la saison à préparer le restaurant. Moi, je pensais que ce serait, la moitié. Non, c'est toute la saison, et la dernière épisode, c'est l'ouverture. Donc c'est un choix narratif et dramatique. Mais la saison 2 m'a pas convaincu, mais elle est assez courte, ça se regarde vite, c'est bien. Ça donne envie de voir la saison 3, en tout cas.
pour voir un peu comment ce restaurant va se débrouiller, comment les personnages s'en sortent. Mais pas forcément le héros, hein. Le héros, c'est peut-être celui dont on en a un peu le moins à foutre, en fait. On a envie de voir les autres personnages, en fait. Ensuite, j'ai dit un peu du mal de trucs, mais je garde le meilleur pour la fin. Je vais commencer par parler de la série Silo. Silo que j'ai vu avec ma coloc, 2 saisons. Ils sont en train de faire la 3e. La première et la 2e saison, beaucoup de qualité de mise en scène, de situation avec le bunker et ses grands escaliers qui traversent le bunker. Les personnages avec celle jouée par Rebecca Ferguson, pardon. Je me souviens plus trop des noms. Le va-et-vient des enquêtes et des intrigues et de peu à peu des choses qui sont révélées. Au début de la série, on nous montre un tunnel tout au fond du silo, dans une espèce de zone interdite. On sait qu'il y a un tunnel avec un truc mystérieux et tout d'un coup, dans la 2e saison, paf, on retombe sur ce tunnel. Je me dis, mais on nous l'avait montré, c'était pas pour rien. Donc moi, ça m'a fait plaisir de me dire, ils nous ont activé des trucs et ils essayent de nous noyer le poisson pendant tous les épisodes de la première et une partie de la 2e saison. Et tout d'un coup, paf, on nous rappelle ça, c'est bien. C'était évident. S'ils l'avaient pas fait, ça aurait été criminel et juste mal fait. Donc c'était attendu, tout simplement. Les personnages sont bien, les acteurs jouent bien. Comme j'avais vu un petit extrait de Jean-Baptiste Toré qui dit « Personne ne dit les acteurs sont super et le film est bien réalisé. » Ça, personne ne dit ça. Moi, je le dis, la série est bien réalisée et les acteurs sont super. Voilà. Moi, je vais pas passer 1 heure à décortiquer un jeu d'acteurs et à me demander si la mise en scène, elle rend compte du sujet à travers les mouvements et le montage. Ça, il faudra avoir le film en face de soi pour le vérifier. Vaut mieux plutôt trouver des formulations qui approchent à peu près notre ressenti, et je pense qu'en effet, dire que les acteurs sont super et que la réalisation est bien faite, ça fait largement le travail. Surtout pour, généralement, quand on parle avec les gens, ce qu'on leur demande, c'est pas une dissertation d'1 heure à la Victor Norek. Voilà. Il faut être aussi précis de ce qu'on ressent et aussi court, parce que on veut que l'autre aussi parle, hein, et c'est un dialogue, hein, c'est pas un monologue de 10 minutes pour après laisser l'autre faire un monologue de 10 minutes, ça c'est insupportable. Non, il faut que la parole soit rapide, et donc peut-être pour ouvrir sur un avis qu'on a sur une série, des fois faut essayer d'être précis sur ce qu'on ressent et de le faire en peu de mots. Et c'est tout à fait possible, hein, c'est avec l'expérience qu'on peut mieux choisir ses mots. Mais oui, moi je dirais vraiment Silo, les personnages sont super. Bien que, en plus, c'est ça qui est amusant, c'est qu'il y a beaucoup de choix qui ont été faits par rapport au livre qui sont différents de ce que ma coloc m'a dit. Donc, franchement, Silo, c'est très bien. Et ça continue avec une saison 3 en construction, donc ça c'est vraiment bien. On a terminé tout récemment Fondation saison 3. Pour l'instant, la série est imperfecte. Chaque saison est vraiment bien, les personnages sont intrigants. On a envie à chaque épisode de savoir ce qui va se passer plus loin. Donc on court après leur destinée. Il y a des choses surprenantes dans la saison 3 aussi. Ces espèces de triple empereur, c'est une idée, c'est vraiment une superbe idée. On divise le pouvoir, mais on divise aussi les expériences de vie, puisque chaque empereur a un peu son expérience de vie dans cette saison-ci. Bien plus que dans les autres, je trouve. Oui, moi je recommande aussi Fondation. Vraiment très bien. Beaucoup de décors. Les effets spéciaux sont là quand il faut. Ça bavarde beaucoup, comme beaucoup de séries. L'engagement est bien dans la série. On a envie de suivre. Nous, en tout cas, avec Claude, on a été particulièrement réceptifs dans l'engagement vis-à-vis de cette série de Fondation. Donc moi, je recommande. Et peut-être aussi encore une dernière série, un animé qu'on a vu. Bon, après, moi, j'ai vu d'autres choses aussi. Maintenant que j'y pense, j'ai vu One Punch Man la dernière saison, qui était bien. C'était pas par moments super bien animé, mais ça je veux pas en faire une jaunisse. C'était très bien. Non, on a vu Le Journal de l'apothicaire. C'est une petite fille qui est la fille d'un apothicaire qui se fait kidnapper
embarqué et envoyé dans la cité impériale, une espèce d'énorme cité de l'empereur, dans les quartiers réservés aux concubines de l'empereur, et elle doit faire la goûteuse, entre autres. Mais elle se mêle aussi d'affaires politiques, d'intrigues, de complots, de choses comme ça, à l'intérieur de l'énorme cité dédiée à Sa Majesté. Et bien sûr, elle va rencontrer un espèce d'administrateur eunuque, beau comme un dieu, que toutes les femmes, elles tombent quand il passe à côté d'elle. Sauf que elle, la petite fille, elle s'en fout du mec, quoi. Elle le taquine à mort. Il y a un jeu où ils se pourrissent un peu la vie tous les deux, mais ils s'aiment bien. Et en tout cas, ils se font confiance, mais ils se font vraiment bien confiance. Et donc, c'est tout plein de relations entre les différentes femmes, entre cette fille, cet ado, et le gars, l'administrateur, tous les servants, les docteurs. Des fois, il y a l'empereur qui arrive comme ça dans les appartements. Il y a vraiment une superbe ambiance, les intrigues sont bien, on suit ça avec plaisir, il y a de belles couleurs de coucher de soleil. Ah, les mecs, ils se sont fait plaisir. Il y a des moments de coucher de soleil dans cette série, il y en a particulièrement, je trouve, qui donnent des teintes violettes, orangées dans le décor en bois. Vous savez, c'est des belles maisons voilà, avec de larges jardins. C'est vraiment vraiment très très beau. Les carnets de l'apothicaire, on a vu la saison 1, on regardera la saison 2, et peut-être en dernier lieu sur le journal de l'apothicaire, les carnets de l'apothicaire. J'ai eu une discussion avec d'autres personnes sur un Discord, je crois que c'était celui d'Écran Large, et moi j'avais dit que les carnets de l'apothicaire, je trouvais que la série était plutôt légère. Voilà, c'était un peu comique, un peu léger, c'était pas très plombant. Et il y a une personne qui avait lu le manga, qui avait sûrement peut-être lu la nouvelle, et qui avait regardé la série, qui me dit « Mais comment ça, c'est léger ?» C'est pas léger, il y a des complots, il y a de l'inceste, il y a de la prostitution, il y a des trucs super glauques et tout ça, c'est pas du tout léger du tout, et tout ça. Et moi, je me dis ok, alors moi, j'ai vu que 11 épisodes au moment où j'ai eu cette conversation. Je me suis dit peut-être que ça va se gâter après. Et en fait, non. C'est bien ce que je disais, c'est que c'est léger, mais c'est pas léger forcément. Voilà, dans le scénario, il y a des trucs graves, et ça, c'est clair, hein, et ça se voit. Hein. Mais la teinte, l'ambiance, les choix musicaux, les façons dont les personnages bougent, dont les personnages parlent, les interactions, les moments et le temps donné aux moments dramatiques. Mais alors là, on n'est absolument pas sur quelque chose de plombant. Ça reste léger, ça reste minimal. Dès qu'il y a de la violence ou du sang, ou quelque chose de l'ordre de la sexualité, c'est très en retrait. La violence et ce qui pourrait choquer est très très en retrait. Thématiquement, en effet, on ne doit pas montrer ça à n'importe qui. Mais factuellement, quand on voit la scène, c'est tout à fait regardable pour beaucoup de gens. Ça m'a même fait penser à des trucs comme Lovina. Hein. Donc c'est vraiment je sais plus comment ça s'appelle ça, vous savez, les trucs de harem, là, où il y a un mec et plein de filles. Voilà, les trucs, vous savez, c'est des séries japonaises qui popaient comme des champignons dans les années 2000. Hein, des fois, on était sur une légèreté de ce type-là. Donc, non, moi je maintiens totalement ce que je dis, mais en effet, au scénario, c'est très sérieux. Hein, les thèmes sont sérieux, mais dans la mise en scène et la mise en image, la mise en son, on est sur quelque chose de quand même très léger. Hein. Et je trouve que c'est une habileté d'avoir fait ça. Hein. Je ne dirais pas que c'est un défaut ou que ça va desservir l'engagement envers le propos sérieux. Non, c'est une habileté d'avoir tenu une espèce d'équilibre entre des sujets sérieux et un ton qui permet de vite reprendre son souffle, d'avoir du plaisir à voir en fait ces intrigues qui essayent d'être résolues. Hein. La fille, elle ne laisse jamais les gens dans la panade. Hein. Elle essaye de résoudre les intrigues autour du palais. Donc, Carnet de l'apothicaire, c'est vraiment très bien. Moi, j'encourage les gens
à voir cette série, c'est très très chouette. Hein. C'est 24 épisodes de 20 minutes à peu près. Voyons, alors, ensuite, bon, après ce petit passage rapide de série, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Bon, il y a des imbécilités, je sais pas si je dois forcément vous indiquer tout ça. Je veux dire, il y a toujours eu des imbécilités, des bêtises, hein, il y a toujours eu des tocards qui n'ont pas besoin de cinéma pour parler de films, hein, mais bon, mêler cela avec des fois des discours politiques sur la représentation, bon, le militantisme presque fait disparaître un peu le geste artistique, tout est dans le scénario. Ça donne envie des fois de se découper, de se séparer du monde et de revenir dans sa grotte. Ce que je reproche peut-être, c'est que le discours militant ou discours politique prend le devant sur n'importe quelle considération quand on parle d'un film. C'est-à-dire le film est d'abord défini comme un film étant de tel ou tel bord et donc potentiellement recevable ou non. On n'est même pas sur l'idée de creuser un thème politique dans un film. Non, c'est est-il de gauche, est-il de droite, et si il est de l'un ou de l'autre, eh ben, on va peut-être en parler ou non. Donc on est sur des choses assez puantes en fait. Et que ça soit la gauche ou la droite, hein, et ça se remarque très vite d'ailleurs dans les deux cas, hein, parce qu'ils n'ont rien d'autre à raconter sur le film. J'avais commencé une vidéo, et c'est toujours un peu les mêmes exemples, hein, les mêmes extraits. La vidéo commençait parce qu'il y avait une blague raciste. C'était quoi en liant le grand déplacement et les visiteurs ou je sais plus quoi. Enfin, c'est des trucs. En plus, ces derniers refont l'histoire de telle ou telle personnalité de cinéma ou font dire des choses au film aussi parce que ça les arrange. Ça arrange leur ligne politique et ça donne envie, mais juste de s'enfermer, de ne plus avoir de contact avec l'extérieur. Et on doit nager là-dedans régulièrement. On doit essayer d'éviter aussi de croiser ces gens-là dans sa route. Et à côté de ça, on doit aussi se battre contre pas des injustices, mais des mauvaises façons de penser. Je veux dire, il y a eu des violences auprès de Luc Besson pour son dernier film sorti, Dracula, mais pas parce que le film était mauvais, mais c'est parce que le distributeur avait, semble-t-il, repompé une affiche d'une artiste. Et les gens étaient tombés sur Luc Besson alors que c'est plutôt une plainte qu'on devrait donner à SDN, qui était le distributeur de Dracula. Et dans ce cas-là, la personne doit déposer plainte. Mais bon, sur les réseaux, vous savez, ça crie, ça hurle, ressucé, copie, etc. Et ça emboîte le mouvement de violence. Voilà. Mais dans ce cas-là, il faut essayer de se bloquer et juste ignorer. Mais dans ce cas-là, on pourrait presque ignorer tout. Hein. Tellement il y a de l'absurdité ou de la violence. Faut choisir. Faut faire de bons choix. Et déjouer des fois les choses un peu trop communes. Comme on peut, si on a la bonne mentalité en ce moment, évidemment. Je pense par exemple à un terme qui est aussi assez dur parce qu'on l'utilise des fois pour ne pas faire un effort de réflexion, c'est la branlette intellectuelle. C'est-à-dire, c'est vraiment un terme qu'on utilise pour se dédouaner de tout effort de réflexion ou de compréhension. C'est presque un aveu d'être en face de son incapacité à réfléchir. Je pense que quand on l'utilise, il y a peut-être une sorte de frustration, je ne sais pas. Et j'ai l'impression que c'est aussi un peu le témoignage d'une sorte de surspécialisation contre des films du peuple où, soi-disant, on n'aurait pas besoin de se tordre le cerveau. Mais pour moi, ça amène à une incapacité de dialogue avec le tout venant. Alors on reste dans sa niche, voilà, et on pose plus de questions, on parle plus avec les autres. Oui, mais ça, c'est pas possible. Donc il faut dépasser ça. Quand on pense branlette intellectuelle, c'est généralement parce que la personne n'a pas la connaissance pour atteindre intellectuellement le sujet dont l'autre parle ou tel film. Est-ce que l'autre, pour qui c'est pas de la branlette intellectuelle, tel film ou tel propos, est-ce qu'il veut bien faire l'effort de lui expliquer sans que ça se tourne au règlement de compte méprisant, hein. Ça c'est aussi toute une affaire. Et c'est de l'éducation à l'image. Mais il faut que les choses viennent un peu des deux côtés.
Il n'y en a pas un qui fait tout le boulot et l'autre qui attend en attendant que ça lui est servi sur un plateau, quoi. Directement dans le gosier. Non, il faut que les deux ils mettent un peu du leur. Et ça dépend aussi de... Voilà, à quel point on est à l'aise avec chercher des messages, et tous les films ont des messages, bon film ou mauvais film. Là, quand j'entendais quelqu'un qui me disait « Est-ce qu'un bon film a un message ?» Évidemment, ça tombe sous le sens. Et des fois, le message, il est plus ou moins évident, en effet. Donc ça dépend de notre capacité à voir les choses. Je dirais pas à voir la matrice, mais à observer le film, à se poser des questions sur certains choix, à être sensible à des mouvements de scénario, à savoir lire entre les lignes, parce qu'on vit aussi à l'extérieur des films. Et donc des fois, les expériences personnelles nous amènent à voir des choses dans les films plus facilement. Par exemple, même sans l'avoir lu, on peut percevoir éventuellement que le film Dune, en effet, c'est le parcours d'un jeune homme, mais c'est aussi l'avènement d'un tyran. Et c'est encore plus évident, évidemment, pour les gens qui ont lu le livre. Et malheureusement, des youtubeurs en jouent. J'avais vu une vidéo essai sur Dune part 2, le seul film qui vous fait croire que vous regardiez le héros. Oh là là. Ou le titre pour la provoque. C'est vraiment un truc d'inculture, c'est terrible. Mais on le fait exprès. Le plus grand mensonge de Dune. Non, c'est juste le principe de Dune. Et là, j'ai arrêté dès l'intro. Ça suffisait. Parce que l'idée de montrer que finalement Dune parle d'autre chose, ou d'une chose qui n'est pas in your face, ça je peux l'entendre. Mais jouer sur cet artifice-là, de dire moi j'ai la solution à votre problème, c'est que vous n'avez pas vu un truc. Waouh, ça c'est violent. Et après tu t'étonnes qu'il y a des gens qui se prennent pour des dieux sur YouTube et qui se font rattraper par des VSS. C'est ridicule. Non mais tout ça c'est de la farce. C'est une farce. C'est ce que dit le comédien dans Watchmen. Tout ça c'est une blague. Qu'est-ce que j'ai eu encore comme bêtises? Ah oui, j'ai eu quelques bêtises. Oui, maintenant que j'y pense. Non, on va faire la FAQ de la bêtise. On ne peut pas critiquer un film d'une saga si on n'a pas vu les autres. LOL. Alors, hâte d'arriver à Avatar 5 pour qu'on puisse tous en parler ensemble. Ridicule. Ça, c'est ridicule. On peut pas critiquer un film d'une saga. Non mais il faut être teubé, quoi. Un film d'une saga, mais c'est aussi un film qui commence et qui se termine. Avec des personnages, avec une mise en scène, avec un propos. Et puis rares sont les moments de saga où la saga est construite en entier, avant que le premier soit tourné. Généralement, c'est extrêmement rare. Toujours, les choses sont toujours écrites au fur et à mesure. Il y a des plans généraux d'idées, mais généralement, ils sont écrits au fur et à mesure. Donc ça, c'est une fausse question. Et ça, c'est quelqu'un d'influent qui l'a dit. Bon, si c'est un propos que par rapport au scénario... que devrait-on dire de Jason Bourne, de Mission Impossible, de L'Arme Fatale. Dans les films de genre, et on entend par là les films d'horreur, tu es loin des personnages. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre comme bêtise? Comment expliquer? Il n'y a même pas à expliquer, c'est évident. Dans les films d'horreur, tout le principe, c'est que on va avoir une menace qui est énorme et que les personnages vont subir. Le temps du récit, en effet, n'est pas un temps donné, donc le temps de l'horreur est un temps qui n'est pas donné au développement des personnages, mais l'effroi et la menace influent directement sur notre peur de voir le personnage disparaître. Donc notre relation avec le personnage, avec l'héroïne, par exemple les Halloween, est d'autant plus fort qu'on a la menace qui est régulièrement montrée. Donc on va s'en faire de plus en plus pour les personnages qui restent. Donc on est de plus en plus proche des personnages, au point qu'à la fin, il y a le suspense qui s'enclenche et c'est insoutenable pour le spectateur si le film d'horreur est bien fait. Dès qu'on a des films de fantastique sur par exemple la transformation du loup-garou, on est avec le personnage et sa transformation nous est insupportable. Sa transformation et sa folie meurtrière en tant que loup-garou, incontrôlable, est terrible. Parce que nous savons que c'est un personnage qui ne ferait pas de mal à une mouche. Donc, encore une fois, on est proche du personnage. C'est vrai que j'ai pris juste une phrase comme ça et tout ça. Mais malheureusement, dans le contexte où ça a été dit, il y avait que cette phrase-là. Il n'y avait pas un contexte après ou un contexte avant. C'est bête, mais malheureusement, ce sont des influenceurs cinéma qui disent ça.
Et moi, j'écoute ça et je me dis, mais au secours, je pourrais passer toute l'année à relever des conneries comme ça. Là, je le fais parce que franchement, ça fait du bien de régler les problèmes, on va dire ça comme ça. Mais oui, non, mais de se dire, regardez les débiles, les bêtises qui sont dites. Donc, on n'est pas rendu, hein, vraiment. Mais on est là. Et peut-être qu'à un moment, je trouverai peut-être le courage de formuler des petites choses comme ça pour répondre à ces... Peut-être des shorts, je sais pas. Moi, je me pose des questions sur ces petits trucs que je vois tout le long de l'année. Je me dis, j'aurais bien envie juste de les pilonner un petit peu comme ça pour juste afficher leurs bêtises. Ou pas forcément les afficher, c'est même pas nécessaire. Mais de partir de ce propos aberrant et de juste tirer un fil pour désamorcer en fait cette bêtise. Ça, c'est un truc que je peux me voir imaginer faire en short. Un truc d'1 minute, bien construit, bien écrit, où il n'y a pas d'improvisation là pour le coup. Mais ça nécessite du temps, et du temps, faut en avoir. Hein. Et il faut prévoir les choses en avance et tout ça. Mais peut-être qu'à un moment, il y aura un truc qui se fera. La nature, si j'arrive à dompter la nature du temps, peut-être que je ferai un truc comme ça. Ça pourrait toujours prendre beaucoup de temps. Hein. Ah oui, la fac de la bêtise, parfait. Parle-nous de la vidéo l'Odyssée de Dune de la chaîne de la séance de Marty. Qu'en as-tu pensé? Alors ça, j'en ai fait un retour avec Poufy. C'est un retour qui nous a pris plusieurs heures et on n'a pas été très content. Je ne vais pas faire le retour là, mais sachez que pour le temps qu'on a... Enfin, si je devais résumer ma pensée, pour le temps qu'on a attendu, c'est un peu très décevant, c'est mal construit, c'est par moments mal raconté, et finalement les gens ne se sont pas trompés, ça n'a pas du tout marché, sa vidéo. Je crois qu'il arrive péniblement à 100 000 vues, un truc comme ça, hein, au bout de pas mal de temps, alors qu'il y a des gens qui mettent 2 semaines pour faire son score, voire moins encore. Donc c'est un peu un échec. Je pense qu'il s'attendait à genre un bon 500 000 vues. Et la vidéo avait assez de coffre et assez d'ambition pour le faire. Sauf que quand on ne sait pas écrire, parce qu'on est un geek et on veut faire des détours et ouvrir des tiroirs sur des trucs qui servent à rien, essayer de faire des gags qui marchent pas avec des voix et tout ça, ben on dilue, et on s'enfonce dans le sable nommé l'Odyssée de Dune. Et après on perd un peu le public. Alors qu'il y a des bons passages, la fin est très bien, il fait un rapport avec le Seigneur des Anneaux, c'est techniquement super bien fait. Ça a toujours été le cas, hein. Moi j'ai jamais vraiment tapé sur ça. Hein. C'est quelqu'un qui fait pas de compromis, et c'est tout à son honneur, ça c'est bien sur YouTube d'avoir des gens comme ça. Mais alors là, moi je me connecte absolument pas avec son contenu. Hein. Donc bon, je m'arrête là pour la vidéo, mais ouais, non, assez décevant. Est-ce qu'il faut voir certains films pour pouvoir parler de cinéma ? C'est-à-dire avoir un bagage culturel, car des fois dans un dialogue, il faudra être plus souple par rapport à en face et défendre ses convictions. Moi, je pense que non. On peut arriver à parler de cinéma avec assez peu de films, mais par contre, il faut que les deux s'accordent sur un certain terrain d'entente. Parce que si on n'a pas les mêmes références, ce sera difficile de communiquer. Et c'est pour ça que souvent, il faut quand même regarder quelques films populaires pour avoir des accroches. Si on parle d'un exemple dans un film et que l'autre n'a pas vu, il faudra croire sur parole celui qui connaît le film. Et ça, c'est pas possible. C'est trop compliqué. Parce que si tu veux donner un exemple pour asseoir tes convictions, mais que l'autre ne peut pas contre-argumenter parce qu'il n'a pas vu le film, on est dans une impasse. Donc, et c'est pour ça que beaucoup de gens, quand ils parlent, on revient toujours un peu aux mêmes films, les films qui viennent de sortir, les films populaires, les blockbusters, tout ça, parce que c'est du langage commun. Mais parce qu'aujourd'hui, on a aussi tellement de plateformes différentes, chacun se spécialise dans certains types de films. Vous savez, les films d'horreur ou que les films japonais ou des choses de ce type-là. Pas tous, mais il y en a beaucoup. Pour trouver un espace de discussion commun, il faut se lever tôt maintenant. Vraiment, hein, je trouve.
il y a pas mal de générations qui ont vu beaucoup de films des années 80-90, donc on arrive à trouver un terrain d'entente, en tout cas de mon côté. Mais je pense que pour les jeunes générations, ça doit être assez difficile si ce sont des gens qui ne vont pas souvent au cinéma, donc qui ont une culture qui peuvent modeler beaucoup avec Internet, les dialogues, ils restent entre eux, public de niche pour des choses de niche. Donc je pense que c'est vraiment pas facile. Moi, par exemple, des gens qui regardent que des films qui sortent, ce sera très difficile pour moi de parler avec eux. Parce que moi, je regarde très très peu de choses qui viennent de sortir. Donc, il y a un équilibre à avoir. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de regarder le plus de choses possible, les plus de choses diverses. Et je ne dis pas diverses de plein de pays différents. Non. Des films d'avant, des films de maintenant, des films à grand spectacle, des plus petits films, des documentaires. Il ne faut pas les oublier. On en a beaucoup qui sont disponibles sur YouTube. Donc, il ne faut pas hésiter. Pour pouvoir après, bien sûr, parler de sujets, de façon de faire, d'acting, de montage. Il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Donc, moi, je ne dirais pas qu'il y a certains films qu'il faut absolument voir pour parler de cinéma. On peut parler de cinéma sans avoir vu Citizen Kane, sans avoir vu un seul Hitchcock, sans avoir vu... je sais pas moi, Ben-Hur, Laurence d'Arabie, un Spielberg. On peut parler de cinéma sans avoir vu Spielberg, Cameron ou je sais pas qui, vraiment. Mais par contre, il faut que l'autre puisse aussi, de son côté, pouvoir atteindre un dialogue. Et pas, et ça je le regrette des fois, passer la totalité du dialogue à définir des termes de cinéma parce que justement on se comprend pas. C'est-à-dire on n'a même pas commencé à parler qu'on doit définir des termes, et des termes aussi simples que la mise en scène, le scénario, le montage alterné, le montage parallèle, qu'est-ce que ça peut être, n'importe quoi, une critique, des choses comme ça. Ce n'est pas si évident, mais je pense qu'il n'y a pas de prérequis, je dirais. Après, si on veut avoir une plus grande portée, ou qu'on sait qu'on va devoir discuter de cinéma avec des gens un peu calés, oui, là, il faut un peu bosser, quoi. Moi, j'avais discuté avec quelqu'un qui voulait rentrer dans un master d'audiovisuel, mais sans avoir fait la licence. Alors là, comment dire, mon coco, tu vas devoir rattraper en 6 mois l'équivalent de 3 années de cinéma. C'est pas gagné. C'est pas gagné parce que les gens en master, ils ont déjà eu tous les blocs, comme je disais à Guillaume il n'y a pas très longtemps, des blocs d'espace-temps de cinéma. Vous savez, le cinéma français des années d'après-guerre jusqu'à maintenant, le cinéma fantastique, le cinéma brésilien, des blocs comme ça de lieux, des blocs de temps. Les gens en master, ils les ont. Après, il y a des spécialités, évidemment, en fonction des universités ou des écoles, mais les gens en master, ils ont déjà un sacré bagage. Donc, arriver comme ça, la fleur au fusil, il n'y a aucune chance que de survivre aux cours de master, parce que les cours de master ne vont pas répéter ce qui a été dit en licence. Donc, il faut être déjà très solide. Donc là, oui, forcément, il y a besoin de voir beaucoup de choses. Et pas que de regarder des films, là, il faut lire aussi. Ah tiens, Skull Kid, tu m'avais posé une question. Tu m'avais posé des questions, c'est des plans, enfin des questions un peu longues, donc je vais les lire. J'ai le sentiment que les plateformes comme X ou Letterboxd propagent une vision du cinéma plus sociale qu'artistique, dans laquelle le but est de faire partie d'une niche, de réagir à des news et de se démarquer via l'emploi des hot takes. Oh là, quel mot affreux. Je crois qu'on parle de la même personne, mon cher. Peu détaillé et de faire des blagues. Partages-tu ce triste constat? Ou penses-tu qu'on peut tirer quelque chose de ces plateformes pour ce qui est de la pensée autour du cinéma ou au moins de la cinéphilie? Alors X, maintenant je suis depuis un petit moment. X, il faut juste un peu nettoyer ses contacts, ou en tout cas les pages à laquelle tu t'es abonné. Et je trouve que tu peux avoir déjà un mur assez sain. Je pense que le mur peut te stimuler, notamment via des morceaux de films, des fois des screenshots qui t'intriguent, et des fois c'est accompagné d'un petit texte qui explique ce screenshot. Par exemple, ce plan provient du film, il a été fait comme ça, et ça nourrit en fait une stimulation intellectuelle d'images à trouver, enfin de films à voir. Moi j'aime bien ça. Souvent les Anglais ils font ça.
Après, bien sûr, les hot takes, donc les points chauds, pourrait-on dire. Bon, ça, c'est des trucs pour faire vendre, en fait. C'est pour se mettre en avant. C'est des trucs d'ego, ça. Ça, c'est pas intéressant. Et sur Letterboxd, c'est... Je sais pas assez... Je me suis pas rendu compte de ça sur Letterboxd, mais sur TikTok, il y a que ça. Sur Letterboxd, moi, je trouve ça intéressant parce que ça te permet d'identifier la personne. Quel film il a bien noté, quel film il a mal noté. Après, les textes, ça peut être des textes travaillés, hein. Faut juste savoir sur qui tu tombes. Il faut nettoyer son terrain et tu peux avoir un rapport assez sain avec X et avec Letterboxd. En tout cas, moi, je pense que j'y arrive à peu près. Après, je dois bien avouer que ça me casse les couilles quand je suis abonné à des amis ou à des gens que je connais et que ces gens commencent à faire des commentaires politiques absolument partout sur des trucs dont j'ai rien à foutre sur mon mur et qui me donnent presque envie de me désabonner de la personne. Mais je le fais pas par amitié. Donc, ça c'est un problème par contre. Mais c'est le seul problème. Le reste, on peut largement nettoyer un peu ce qu'on veut pour avoir à peu près un mur qui te plaît, qui te stimule. Hein, parce qu'il s'agit de ça. Et c'est souvent honnêtement, souvent, je suis stimulé sur X par des posts anglais sur le cinéma. Pas par les trucs français. Hein. Donc bon, écoutez, c'est comme ça. Ensuite, deuxième question. En ce moment, je me fais la réflexion qu'il y a un axe séparant deux façons d'appréhender l'art et la culture. D'un côté, ce qu'on pourrait appeler la vision patrimoniale, dans laquelle le spectateur n'est qu'un réceptacle d'une vision globale d'un artiste, et de l'autre, une vision médiatique, pour qui l'œuvre est un dialogue entre les deux parties, le créateur et le récepteur, les deux ayant autant de validité à en parler que l'autre. Je ne sais pas si je suis assez clair, mais si jamais tu vois ce que je veux dire, tu te situerais plutôt sur lequel de ces axes. Est-ce que, voilà, bien sûr, si je crois un petit peu tout ça. Alors, je vais bien relire pour comprendre la nature exacte de ce que tu me dis, parce que c'est pas évident. Tu sens que les mots ils sont posés à un endroit précis. Hein. Soit un axe, une vision globale d'un artiste. Je perçois vaguement une lumière dans ce que tu me dis. Je dirais que ça... Oui, en effet, c'est pas évident, Skull Kid. Je dirais que ça dépend des œuvres. Il y a des œuvres dans lesquelles la première partie de ta question est plus évidente, plus instantanée, parce qu'il y a des films graphiques qui se sont étendus. Et il y en a une autre où on n'a pas de point de référence. Et donc, naturellement, on est sur un dialogue. Et là, donc, ça dépend de ce qu'on... Non, mais en fait, le truc est clair, c'est... Est-ce qu'il y a un... Enfin, j'interprète là, du coup, ta question. Est-ce qu'il y a un passif quand tu vois une œuvre ? Si oui, tu fais jouer ce passif, la filmographie de la personne, une vision globale de l'artiste, soit tu fais pas jouer le passif, et donc tu es dans un rapport interne à l'œuvre, et tu dialogues avec elle, parce que tu n'as pas de point de référence. Est-ce que je dis quelque chose de faux, Arthur, vis-à-vis de ce que tu m'as écrit ? Moi, je pense que ça dépend des œuvres. Ça dépend de ce que tu as à tes... quand tu regardes une œuvre, tu vas activer toutes sortes de connaissances. Et à partir de là, soit tu n'as pas tout ça et tu es dans un rapport de dialogue, comme tu disais. Genre, est-ce que le réalisateur a la bonne interprétation ? Non, mais ça, les bonnes interprétations, ça y est, tu peux foutre ça à la poubelle. Hein. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise interprétation. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Tu peux tout prendre, en fait. Il y a des cinémas où tu fais intervenir la vision globale. Si tu la connais, évidemment, hein, le paramètre, c'est qu'on doit la connaître. Et sinon, tu es dans un dialogue parce que tu es dans une découverte. J'ai l'impression que pour certains, l'art, c'est se taire et recevoir. Oui, c'est un peu dommage. Hein. Le spectateur est créateur. C'était Rancière qui disait ça, non ? C'était pas Rancière qui disait que le spectateur était créateur ? Que tout d'un coup, le spectateur va aussi créer aussi quelque chose parce qu'il va mettre en collision, en fait, l'œuvre et ses propres démons.
à lui, spectateur, et ça va donner autre chose. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui voient des messages partout, alors que forcément il y en a peut-être pas à ce point-là. Bon, donc tout ça, c'est des perspectives de vue par rapport au vécu de la personne. Mais je pense que ça dépend des films. Moi, tu vois, là, on parlait là, avant de cinéma roumain. Bah moi, je connais rien de tout ça. Donc moi, les films, je vais être en dialogue interne avec ces films-là, parce que j'ai pas de point de référence. Je connais pas vraiment l'histoire de la Roumanie. Je connais pas l'historique du réalisateur qui a fait le film que je suis en train de regarder. Donc je vais être dans un rapport de dialogue entre le créateur et le récepteur. Et je vais voir ce que je peux prendre, en fait, ce que je peux valider du réalisateur et après aimer ou ne pas aimer le film. En retirer quelque chose. Là où il y a d'autres filmographies où je connais les réalisateurs, où je pourrais faire des liens, des ponts avec éventuellement l'histoire, là ce sera plus facile. Parce que tu as des marches en fait, tu peux marcher sur un terrain balisé. Là où quand tu es en dialogue interne avec le film, je ne peux pas concevoir que à un moment tu ne fasses pas l'effort de pensée globale. Si tu es en pur dialogue entre le créateur et le récepteur via l'œuvre, c'est qu'il n'y a rien d'autre. Tu ne peux pas concocter rien d'autre, alors il faut faire un effort d'esprit monumental pour penser à rien d'autre que le film. Mais la chose me semble plus naturelle en fait de le penser comme ça. J'y pensais par exemple en voyant le documentaire Room 237. Oui, là ça transpire le complotisme. On y voit ce qu'on veut là-dedans, à ce niveau-là. Mais le film permet ça aussi. Le film a suffisamment d'ouverture et est suffisamment détaillé pour permettre cela. Et c'est pour ça que c'est un film qui continue à fasciner aujourd'hui, Shining. Et dernière question, sinon, un avis sur le cinéma d'Ari Aster. Moi je trouve ça très bien. Moi je trouve le déploiement de sa filmo, c'est quelque chose à suivre. Je vous invite évidemment à regarder ses courts-métrages, parce qu'on a tendance à ne pas voir ses courts-métrages. Ces courts-métrages donnent des très très bonnes clés. Je me souviens encore de cette phrase dans un de ses courts-métrages où il est dit « L'horreur est quand ta maison cesse d'être ta maison ». Et ça, je pense que c'est une phrase clé pour déterminer le cinéma de Ari Aster. Je crois que c'est pour un film qui a un titre français. Je ne sais plus comment il s'appelle le film. Sur un clodo qui est dans la ville, là, qui est dans les rues. Et à un moment, il y a cette phrase-là. Je ne sais plus comment c'est annoncé dans le film. Mais cette phrase, elle m'a beaucoup marqué parce que je trouve qu'elle résonne vraiment, vraiment beaucoup dans la filmographie d'Aster. Et notamment dans son dernier, évidemment. C'est la vie. Très bien, merci Skull Kid. C'est la vie. Ouais. Maintenant, Aster, c'est vraiment quelqu'un à suivre. Et on sent que c'est vraiment quelqu'un qui est très conscient de sa situation, qui est content de faire des films, qui transpire beaucoup. C'est le cinéma qu'il fait. Ça, c'est super. T'as l'impression qu'il a toujours des choses à dire. Et il a une façon très spéciale de faire jouer les gens, de créer les situations. Est-ce que certains films nécessitent un prérequis ? Ou est-ce que n'importe qui peut recevoir n'importe quel film ? À Calpari de Rancière. Si on part du Rancière, oui, on peut lancer n'importe quel film, mais il faut que les deux parties aient envie de creuser, en fait. Il faut que les deux parties aient envie de dialoguer, Skull Kid. Parce que si je me lance un film de Pedro Costa, puisque Rancière a écrit sur Pedro Costa, t'as intérêt à vouloir dialoguer avec lui, parce que le film, il est compliqué, hein. Il faut du temps, hein. Comme le dit Je sens mauvais, il faut du temps, hein. C'est absolument pas évident à prendre, hein, Pedro Costa. Donc non, là c'est une affaire carrément de volonté des deux côtés. Enfin, le film, il est ce qu'il est, hein. Faut pas attendre quelque chose d'un film, hein, comme le dit Samir, mais nécessite un prérequis. Mais il faut avoir envie d'aller vers le film. Donc il faut avoir envie de dialoguer avec lui, avec ce que le créateur a voulu essayer de raconter. Il faut interpréter, essayer de comprendre. Mais il faut donner un peu de soi, quoi. Il faut pas penser que le film, comme chez Spielberg, il va nous arriver tout de suite dans la bouche, quoi. Il faut aussi donner un peu du sien. Est-ce que nous sommes obligés de voir les films du monde entier ?
Je pense que cette réflexion venait de remarques que je vois un peu partout sur le net, qu'il faudrait voir des films d'autres pays. Voilà, des films africains, des films chinois, des films brésiliens, des films d'Australie, des films italiens, des films... Voilà. Bon. Mais moi, j'ai envie de dire, pour faire quoi ? Pour atteindre une vérité, mais une vérité de quoi ? Pour faire... Et je pense que le plus important, c'est pour en faire quoi ? Pour moi, c'est une sorte d'injonction de voir, de faire varier à outrance son visionnage, une sorte de course à la variété qui devient une sorte de performance sur les réseaux. Mais même quand je parle avec des gens qui reprochent, oui, tu vois trop de films américains, ils ne me le reprochent pas à moi, mais à d'autres personnes, tu vois trop de films américains, il faut voir d'autres choses. Mais d'autres choses pour en revenir à quoi, en fait ? Parce qu'être ouvert d'esprit, moi je connais beaucoup de gens qui sont ouverts d'esprit et ils n'ont absolument pas vu d'autres films. Et des gens qui prônent l'ouverture d'esprit mais qui sont toujours aussi cons. Donc pour moi la question c'est ce que tu fais du film, c'est pas que tu vois des films de la Terre entière qui importe. Qu'est-ce que tu travailles dans les films qui t'amènerait à être une meilleure personne ? Parce que moi je connais des gens, ils ont vu tous les films du monde, des films de plein de pays différents, mais ils sont toujours aussi débiles. Dans leur réflexion, dans la vie de tous les jours, ou sur les réseaux, ça c'est pire. Enfin, les gens qui font des leçons de morale, moi j'ai vu ce film qui m'amène à des réflexions, et en fait ce sont on voit après les propos tenus qui sont des propos très toxiques. Là, je pense surtout sur Discord, il y a des trucs waouh, et c'est eux qui nous font des leçons de morale sur la variété et l'ouverture d'esprit. Il n'y a pas un petit problème quand même dans le raisonnement ? Alors qu'il y a des gens qui regardent que des films américains ou des films populaires sans creuser plus, et au final qui sont très bien dans leurs bottes, qui sont en paix avec eux-mêmes, et quand tu leur parles, ils sont très très bien. Hein. Donc à ce moment-là, je me pose, ouais, mais pourquoi alors voir en fait tous ces films-là ? Se faire de la culture pour frimer en société. Ah, tu sais que je sais pas moi, le peuple mongol, il fait ça parce que j'ai vu tel gars, le documentaire de 9h30 sur la confection des tentes et tout ça. Ouais, ok, mais c'est pourquoi en fait cumuler des trucs qui ne servent à rien. Je suis pas sûr que ça nécessite une place dans notre esprit dans ce cas-là. Au-delà des différences géographiques, c'est intéressant d'explorer ce qui est différent au sein d'une même géographie, mais après ça dépend de ce que tu cherches, de ce que tu en retires. Oui, est-ce que ça sert ? Voilà. Parce que moi, Taiga, j'ai bien aimé ce documentaire. Merci à Terragno de me l'avoir suggéré, et même de me l'avoir procuré, je crois. Mais ok, je l'ai vu, ça sert à rien, très bien, bah je vais l'oublier. Et ça, c'est un problème. Si tout d'un coup, je me mets à faire des tentes et à travailler le mouton, ou la vache, oui, bah peut-être je reverrai Taiga, mais en fait le film en lui-même ne sert à rien. Et si c'est pour me dire, oui, la sérénité d'une vie, tout ça, mais moi je peux atteindre ce degré de conscience qu'il y a des gens qui vivent des vies sereines sans avoir vu un documentaire de 9 heures. Donc en fait, on peut arriver très bien, et on peut très bien être une bonne personne sans se s'éduquer au cinéma aussi, ça on le sait. Hein. Faut pas être Einstein pour le savoir. Et je pense que ça veut dire aussi qu'il faut avancer à son rythme. Si on considère que c'est pas le moment pour commencer à travailler des filmographies d'autres pays, bah, on attend. Moi, j'ai gardé quelques moments de mon visionnage de Guerre et Paix, de Bondarchuk. Et ces moments, je pense que je vais les garder profondément. Dans le rapport à la femme, dans le rapport à essayer de trouver sa place dans le monde, sans penser que tu vas changer le monde. Ça, c'est Guerre épée m'a travaillé, tout comme Koyaanisqatsi m'a travaillé, mais dans d'autres aspects. J'ai beaucoup de mal avec le cinéma japonais et je le vis très bien. Bah oui, voilà. C'est qu'est-ce que ça vous apporte le cinéma. Et vraiment avancez à votre rythme. Vous creusez là où vous voulez. Pas là, et surtout pas là où on vous dit de creuser. Oh, il faut que tu vois des films algériens. Ouais, mais en fait, non. J'en ai aucun intérêt de le faire. Ou il faut que tu vois, là je me souviens de la question de Allociné, il faut que tu vois des films sur la situation de Gaza. Mais pour faire quoi ? Je peux aller à Gaza. Oui, alors c'est moche ce qui leur arrive, mais
Moi, je m'en fous. Et comme beaucoup de gens aussi. Ah, c'est terrible, hein, mais c'est tout. Comme plein d'autres problèmes dans le monde. Hein. C'est pas parce que les caméras du monde entier se tournent vers Israël que tout d'un coup, tout le reste des malheurs du monde s'arrête. Hein. Les mines en Afrique, les Ouïghours en Chine, les tsunamis constants dans certains pays, là, qui ont leurs eaux qui montent à chaque fois, à chaque année, c'est des catastrophes, les feux de forêt. En fait, c'est ce que disait mon prof de philo, hein, ça sert à rien de lire le journal pour savoir que le monde va mal. Hein. Donc bon, moi ces films-là, ils m'apporteront rien. Et qui plus est, et ça c'est aussi un paramètre qu'il faut prendre en compte, moi je ne suis pas amené à discuter de ces sujets-là avec qui que ce soit dans mon quotidien. Donc je me sens même pas obligé de m'informer sur le sujet. Alors qu'il y a peut-être d'autres personnes qui sont en contact régulièrement avec des gens pour qui ça a un grand intérêt, et donc naturellement, ils veulent se renseigner. Il y a un film de fiction qui parle de Gaza, ils y vont. Voilà, mais ces gens-là, ils ont un intérêt dans leur quotidien de se renseigner, d'avoir une posture, un comportement, une connaissance vis-à-vis de ce sujet. Ce n'est pas mon cas. Donc moi, je ne me sens pas obligé d'aller voir ces films. Juste savoir que ça chauffe là-bas, et je pense que ça suffit, franchement. Il y a assez d'horreurs comme ça qu'on connaît du monde. Hein. On n'a pas besoin d'être renseigné sur tout, hein. Vraiment. Hein. Moi, honnêtement, je suis beaucoup plus touché par des lavages de cerveau en Chine que par Gaza. Hein. Mais j'avais pas terminé sur mes petites prises de notes vis-à-vis de cette question. Il y a aussi un autre paramètre, c'est quand on est au début de la filmographie, je pense pas qu'il faut faire balancer la personne un peu partout. Voir le reste du monde pour étendre sa sensibilité quand on sait même pas exactement ce qu'on aime à la base, ça peut être compliqué. Quand on ne sait pas trop ce qu'on aime, vaut mieux pour l'instant rester là où on a pied, hein, comme dans une piscine, et peu à peu, on va avancer, si on est un peu guidé, à notre rythme. Et moi, j'en veux aussi un petit peu aux gens qui conseillent des films, comme ça, au tout venant, sur X notamment. Ce sont des gens qui conseillent des films qui sont des fois trop perchés, ou peut-être un petit peu chiants, avec des perspectives chiantes pour les gens qui ne connaissent pas du tout. Il faut quand même les accompagner sur une plus longue durée. C'est ce que je disais précisément à Luc cet après-midi, c'est que, parce qu'on s'est vu, on a pu discuter et échanger un peu sur certains sujets, il faut pas que d'un film des années 2020, la personne suggère un film des années 40. Jamais ça va passer. Il faut accompagner le spectateur dans son apprentissage de rythme plus lent, de sujets plus anciens, qui datent des fois d'avant sa naissance, d'avant la naissance de ses parents, voire même d'avant la naissance de ses grands-parents. Donc il faut accompagner ça progressivement, avec des étapes, des points d'étape, au fur et à mesure qu'on avance. On va pas passer de Blade Runner 2046 à Metropolis. Non, il y a des points de passage. Le Metropolis de 2001, donc le film d'animation de Rintaro, le Blade Runner de Ridley Scott, éventuellement peut-être encore un autre film de science-fiction, peut-être des années 70, comme peut-être, qu'est-ce que je pourrais proposer, le Soleil Vert, éventuellement, peut-être un film d'architecture des années 50, et après tu commences à remonter sur le cinéma muet. Et tu termines sur Metropolis. 2049, ouais, moi je suis complètement... je mélange 2046, 2048, 2049. On voit l'intérêt que je porte à ces films-là. Pour ce que j'ai vu d'ailleurs, il est clair que l'herbe n'est guère plus verte chez le voisin, et il faut vraiment creuser pour avoir quelque chose qui va intéresser la personne, et aussi ne pas l'oublier, évidemment. Et il faut donner du temps. Ce n'est pas le cas de tout le monde. On n'a pas forcément beaucoup de temps à donner au film, et donc on n'a pas envie de forcément être accompagné sur une découverte de filmographie de pays qu'on ne connaît pas. Donc on reste un peu dans sa marotte, malheureusement. Mais ça, je n'en veux pas évidemment aux personnes, hein. Mais il faut avoir une sensibilité pédagogique. J'avais vu que... Voilà, maintenant dans la formation, j'ai aussi accès à
à des chaînes YouTube, des gens qui font des chaînes YouTube. J'ai pu remarquer aussi certaines chaînes YouTube comme Gawks, Sam Colder ou Nathalie Exlin. Ce sont des chaînes YouTube qui essayent de faire des choses un peu, comment dire, assez bien mis en scène, mais d'une façon qui est un peu abusée. Vous savez, ce fameux contenu cinématique. Maintenant, on utilise ce terme pour dire que ça fait un peu cinéma, juste parce qu'il y a une espèce d'impression de cinéma, mais c'est juste des effets et pas vraiment d'émotion. Le cinéma, ça reste de l'émotion. Et il y a beaucoup de chaînes YouTube, voilà, qui veulent se la péter, qui ont beaucoup de matériel, qui font des effets sur After Effects dans tous les sens pour essayer de combler le vide émotionnel de la vidéo. C'est de l'agitation, pas de la mise en scène. Et c'est une tendance qui a explosé ces derniers temps dans le cadre, voilà, des fois de vlogging. Alors des fois, il y a des trésors de créativité, on le voit, hein, pour raconter finalement leur nombril. Je trouve ça dommage. C'est vraiment s'ouvrir au cinéma pour finalement juste se regarder. Mais je crois qu'il faut commencer à arrêter de regarder son nombril, arrêter de se regarder et peut-être regarder les autres. C'est en cela qu'il y a certaines chaînes qui sont des chaînes tenues par des journalistes, comme OK Charlotte, qui se consacrent aux autres, mais en s'incluant dans le processus de création du reportage ou du documentaire. On s'inclut dedans, mais la parole est donnée aux autres. Les autres sont davantage mis en avant que la personne qui fait la chaîne. Et ça, je pense que c'est quelque chose de souhaitable. Il faut essayer de ne pas avoir peur des autres et d'être en contact avec les autres plutôt que moi. Mais bon, on sait que YouTube a généré une génération de fous du nombril. Les fous du nombril. Les gens égocentriques, là. Mais c'est très bien fait. Et c'est ce piège, en fait, que c'est très bien fait. Donc on a l'impression que la vidéo, elle est superbe. Mais je ne serais pas aussi catégorique. Faut davantage creuser l'idée que la vidéo est superbe et tout ça. Non. Il ne faut pas se laisser avoir, en fait. Toute cette mise en scène, tous ces effets, ces belles images, c'est du vernis. Et finalement, derrière, des fois, c'est pas au niveau. Et quand je dis c'est pas au niveau, c'est que les efforts sont faits pour quelque chose qu'on peut soi-même assez facilement ressentir. Donc au final, pourquoi voir une vidéo YouTube ? Et ça, c'est le cas pour pas mal de films. Ce film, c'est sur telle ou telle chose. Pourquoi alors le regarder ? Pourquoi regarder The Apprentice, le film sur Donald Trump, alors qu'on le voit en vrai ? C'était un débat que j'avais eu sur le Discord d'Écran Large. Pourquoi on devrait voir cette fiction alors qu'on a le réel ? Mais on me dit oui, mais c'est subtil et en fait, c'est structurel. Genre, il faut une fiction pour qu'on s'en rende compte que c'est un connard dormant dans sa jeunesse. Faut peut-être sortir. Et le réel vous montre tout. Payer pour voir un film comme ça, je crois pas que ce soit très utile. Surtout quand c'est fait comme ça, aussi proche de l'activité de la personne concernée. Quand c'est fait 20 ans, 30 ans après, on a oublié, il y a des générations qui ne le connaissent pas, éventuellement. Mais là, ça sert à rien. C'est pas comme si le président cachait sa stupidité. Non. Donc franchement, pour moi, c'est des films qui ne servent à rien. Voilà, c'est des films un peu perdus. Et au moment même où voilà, il sort, il est déjà oublié. The Apprentice. Si vous voulez voir ce biopic, libre à vous, mais c'est une perte de temps. Alors, Luc, tu me dis, pour revenir à l'une de tes précédentes parties des FAQ, tu disais à propos de Gene Hackman que tu ne voyais pas le même acteur parce qu'il est doublé en français. Tu peux expliquer ? Oui, pas parce que les accents, la façon de parler n'est pas la même du tout par moment. Quand on a un doublage français qui n'est vraiment pas la même voix du tout. Et c'est un peu la même chose que j'ai avec Morgan Freeman. Je l'entends avec sa véritable voix. C'est assez différent, hein, quand même. La voix française est superbe, mais c'est vraiment autre chose, je trouve. Mais en dehors du doublage, c'est le même corps. Oui, bien sûr, c'est le même corps, mais la voix donne quand même un autre caractère. Hein. Et c'est en cela que moi, j'ai l'impression que c'est une autre personne. C'est d'ailleurs un des arguments principaux de gens qui disent que le doublage français, c'est de la merde.
Et avec ça, je serais d'accord. C'est le caractère est changeant quand une voix est si différente. Et je parle pas de la traduction des mots, hein. Là, je parle vraiment du ton de la voix. Et il y a des voix qui marchent très très bien et qui sont assez proches de l'original, comme la voix de Ewan McGregor. Alors là, c'est une voix qui est assez proche et ça marche super bien. Et on est aussi ému en français qu'en VO, pour avoir vu The Impossible ou Moulin Rouge dans les deux cas, VO et VF. Les deux sont très proches. Mais c'est pas forcément le cas, surtout pour, tu sais, ces VO et ces VF un peu anciennes. Où des fois, bon, il n'y avait pas trop le choix, quoi. Et après, la personne est restée, alors que les voix sont différentes. J'ai été aussi surpris que cette année, on a perdu 2 personnes, et ça faisait pas partie de la rubrique nécrologique de Sacha, j'étais un peu déçu. C'est Béla Tarr et Peter Watkins. Béla Tarr est quand même un réalisateur qui est connu, qui a fait des grands films. Sato Tango, Les Harmonies de Frightmeister, le Cheval de Turin. Ce sont des films qui ont une part importante dans le cœur de certains cinéphiles. Pas forcément le mien, mais en tout cas, je respecte les forces en présence et le temps de ces films. Il faudrait que je revoie les harmonies. Je pense que c'est les harmonies que j'ai préférées de ce que j'ai vu. Mais oui, voilà, il est mort, mais après, c'est aussi quelqu'un qui était âgé. Donc, à un moment où il y a aussi des générations qui doivent disparaître. Ce n'est pas un drame. Les gens ont fait la majorité de leur carrière. Et Peter Watkins, c'est quelqu'un qui est connu pour certains films comme, si je me souviens bien, La Bombe, c'est le plus connu. Et Punishment Park, et je crois un truc qui s'appelle La Commune, sur des journalistes qui vont interviewer des Français pendant la Révolution. Enfin, je crois que c'est un truc comme ça, que j'ai pas vu par contre celui-là, mais on m'en a parlé, et il a aussi milité pour certains, on va dire certaines approches du cinéma, de la façon dont on monte, de la façon dont on fait percevoir les choses. Il y a des interviews qui étaient revenues dans une ou deux vidéos du Fossoyeur, des interviews qui donnaient vraiment envie de s'intéresser davantage aux propos du gars. Très intéressant sur l'idée de flux vidéo. Moi, je crois dans tout ça. Il faudrait que je revoie des films de Watkins. En même temps, encore une fois, c'était quelqu'un aussi qui avait fait son temps, et ce n'est pas un drame s'il n'est plus là, mais en tout cas, je souhaitais quand même revenir et dire que c'était quelqu'un à suivre. Est-ce que ça t'intéresserait à un moment donné de faire un react d'une de tes propres vidéos? Non, moi ça m'intéresse pas ça. Je peux revoir une de mes vidéos, me faire un react. Ah non. Non, moi c'est pas l'espèce de truc mortifère où tu réactives un truc que t'as fait. Non. Vraiment, c'est reprendre une parole et la réécouter devant les gens et je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça. Enfin, il y a un truc qui. Ça m'intéresse pas. Moi, ce que je pourrais faire, par exemple, Luc, c'est la revoir de mon côté, prendre des notes et après soumettre aux gens un retour plus détaillé par rapport à ce que je disais. Mais vraiment avoir une espèce d'attitude passive là, à écouter, et dès qu'il y a un truc, ah oui, alors là, ce que j'ai dit, c'était de la merde. Wow. Ça, tu veux voir ça, vois ça sur Twitch. Hein. Ça se fait sur Twitch. Mais non, moi, je vais pas faire un live pour ça. Ah non, ça c'est hors de question. Et c'est pas comme si je manquais de contenu aussi. Sur Internet, souvent, quand on veut chercher des youtubeurs, la coutume est qu'on ne cherche pas soi-même, mais qu'on demande à d'autres s'ils ont des youtubeurs cinéma à suivre. Et ça, j'ai jamais compris pourquoi. Que les gens n'aillent pas chercher par eux-mêmes et prennent le temps de faire des recherches. Non. Ils demandent à d'autres personnes de leur donner en fait des noms de youtubeurs. Et j'entends par là vraiment des demandes. Quel youtubeur ciné je dois suivre? Et là, les gens donnent des noms, et c'est toujours les mêmes, à croire que les demandeurs ne demandent pas des noms pour connaître, en fait, mais plus pour se faire un espèce de, vous savez, de catalogue qu'ils ne consulteront jamais, alors qu'il suffit de chercher soi-même. Il y a
il y a des listes avec les mêmes noms absolument partout. Et je ne comprends pas que ces gens ne fassent pas plus de démarches pour aller creuser. Mais tout ça, c'est pour générer des vues, hein, ça, on le sait. Hein, mais que les gens n'aillent pas creuser davantage ou voient par rapport au sujet, fassent l'expérience eux-mêmes de la recherche. Enfin, les gens sont si paresseux que... J'ai même pas testé sur ChatGPT d'ailleurs. Ça, je ferai, ça serait intéressant. Est-ce que l'IA, qu'est-ce qu'ils sortent comme nom, les IA, quand on leur demande ça? Mais oui, enfin, c'est se laisser porter par la parole de l'autre plutôt que d'expérimenter sa propre parole. Au contraire, on peut avoir cherché longtemps, perso, j'en ai des centaines et des centaines, mais on ne sait jamais, il y a tellement de chaînes, dont des trucs très obscurs, avoir des idées par des gens de confiance, comme toi, par exemple, ça peut aider. Oui, mais quand c'est des choses qui sont des questions, des demandes, enfin, balancées comme ça sur les Discord, n'importe qui répond, et ben, la personne, elle dit oui, bah, très bien, je me note, mais fait par du tout venant. C'est-à-dire, les gens n'ont pas marqué sur leur fond sur Discord, spécialiste de YouTube depuis 10 ans, je sais de quoi je parle, tu vois. Donc, souvent, les gens qui sont cités, c'est les premiers venus. C'est-à-dire, généralement, les gens assez mauvais. Ou des gens qui sont bien, mais c'est un peu la vieille garde, quoi. Durandal, le Fossoyeur... Victor Norek, là, qui quand même fait du décryptage, mais ça reste du décryptage. Hein. Moi, j'ai jamais réussi à faire mien le décryptage de Victor Norek. Donc c'est un peu, ça sert à rien. Parce que quand tu vas devoir débattre avec quelqu'un d'un sujet, par exemple d'un Spielberg, et l'autre il va te dire « ouais, c'est un peu compliqué, mais regarde la vidéo de Victor Norek et tout ça. » Et tu vas lui dire « oui, mais moi je suis pas là pour débattre avec Victor Norek, je suis là pour débattre avec toi. Donc est-ce que tu as quelque chose à dire ?» Et là, le problème, il est là. Donc bon... Mais après, les gens, il faut pas s'étonner qu'après ils soient perdus et qu'ils n'arrivent pas à comprendre des trucs et que les dialogues se passent mal. Pas parce que les gens n'ont pas cultivé leur propre recherche, leur propre réflexion et ils ont pas trouvé de chaîne qui fasse davantage un peu un apprentissage de l'analyse, d'un rapport plus sain à la critique, plus sain au film, hein, tout simplement. Et des chaînes qui ne proposent pas des films pas plus ambitieux, non, c'est pas le bon mot, mais plus surprenants. C'est-à-dire un choix édito qui surprend. S'ils ont envie de vidéo, parce qu'après, il y a plein de sites qui proposent du texte, de l'écrit. Et il y a des choses très bien. Hein. Je suis d'accord avec toi, l'art n'est pas demain. Pour que tu sois cité par ChatGPT, tout dépendra de la manière dont la question est formulée. Si on demande juste le top 10... ce sera juste les 10 plus grosses chaînes. Non, moi je formulerai plutôt les chaînes YouTube qui ont des avis intéressants. Enfin, j'essaierai de trouver les bons mots, en effet. Après, il ne s'agit pas de trouver la formulation qui force ChatGPT à me citer mon nom, hein, évidemment. Tu vois, par exemple, les chaînes YouTube qui ont une expertise sur un cinéma avec de vastes sujets, tout ça. Là, ça permettra déjà de voir un peu comment ChatGPT va réfléchir, en fait. Quel nom il va donner. Quand je dis vaste, est-ce qu'il va comprendre quantité, donc Reggie Gorilla, ou quand je dis vaste sujet, il va considérer la panel de sujets de cinéma et donc il va plutôt penser micro-ciné, parce que micro-ciné, maintenant, il a fait vraiment beaucoup de vidéos. Hein. Là, on commence à arriver en termes de quantité d'entretien. Samir, il commence à vraiment avoir un poids, hein, vraiment. Hein. Il se trouve que là, récemment, il y a eu des articles qui ont popé sur des étudiants en cinéma qui n'arriveraient plus à voir des films jusqu'au bout. Incroyable, étonnant. Alors, je pense que dans un premier temps, on parle d'étudiants en cinéma. Ce sont des gens, des jeunes, qui ont choisi de faire des études de cinéma, que ce soit en école ou à l'université. Et ils partiraient comme ça, la fleur au fusil, en pensant qu'on ne verrait que des films qui leur plaisent. Je crois pas. Hein. C'est se fourvoyer, c'est considérer qu'on est un enfant. Mais non, un film par exemple comme Jules et Jim, ça a été cité dans un article, il n'est pas compliqué. Et il y avait un question à choix multiple à la fin de la séance et les gens se trompaient parce que les gens regardaient leur portable. Alors, je suis d'accord avec l'article. Les projections en présentiel, ça peut être assez dur. Et je peux comprendre que les étudiants refusent les projections en présentiel.
à l'université, pour ma période universitaire, c'est arrivé quand même très rarement. Mais on a eu de larges morceaux, hein, des fois de documentaires comme Sans Soleil, je me rappelle, on avait vu de larges morceaux, ou Les Contes de la Lune Vague de Mizoguchi, on a eu des larges morceaux, mais on n'a pas le film entier. Parce que tout simplement, un film, ça dure peut-être plus de 2 heures, et les séances d'université, c'est 2 heures. Donc il faut quand même développer un propos, analyser des scènes et tout ça, donc un film entier on ne peut pas le faire. Ou alors ça rentre dans le cadre vraiment de séminaires, on va passer plusieurs séances sur le même film, et oui dans ce cas là il faut voir le film en entier, et on voit ce film tous à la même enseigne, hein, tous assis sur des chaises insupportables, tous attablés, hein, comme ça on est égaux face au film. Par rapport à chacun chez soi, avec ses petits conforts, ses petits téléphones et tout ça. Et regarder un film sans regarder son téléphone, bon, moi, c'est pas un problème, hein, mais par contre, je peux être distrait par d'autres choses, mais certainement pas par le téléphone. Mais on peut aussi regarder le film en prenant des notes. On est diverti aussi par la prise de notes. On cherche l'énergie du film aussi, en prenant des notes. Donc bon, en fait, aussi tout ça, c'est... À l'université, il y a toujours eu des étudiants studieux et des cancres. C'est comme à l'école. Donc, ça ne change guère. Je veux dire, pourquoi les jeunes ne tiendraient pas? Parce que les films sont trop longs? Non, ça c'est faux. Les films ne sont pas trop longs. Ils peuvent s'empresser de prendre, de bouffer des séries entières en mode binge-watching, et ça ne leur pose pas de problème. Les films trop longs, c'est pas une excuse. Je pense que peut-être, ce qui est peut-être davantage à l'œuvre, c'est le manque d'engagement. C'est-à-dire, le film n'engage pas. Ou n'engage pas assez comme une série. Il n'y a pas de cliffhanger tout le temps. Puis c'est d'autres cultures aussi. Mais de toute façon, on fait toujours un travail intellectuel. Parce qu'on pourrait dire, voilà, là c'est trop, faut trop réfléchir devant tel ou tel film. Mais on fait toujours un travail intellectuel, même devant un blockbuster. Sauf que dans ces blockbusters, ou ces films très balisés américains, on nous prend par la main. La mise en scène, la musique, le montage nous guident davantage vers la signification de telle ou telle chose. Par rapport aux autres films où on nous laisse la place pour qu'on puisse réfléchir, pour qu'on puisse faire un choix. Et ça, je pense que certains étudiants ont du mal à le comprendre. Après, il y a aussi la fatigue. Hein, mais on sait d'où vient cette fatigue. Hein. On fait la fête le soir et on se plaît d'être fatigué le lendemain pour finalement dire « Ah, mais je viens pas au cours parce qu'on va voir un film et tout ça. » Allô? Et là, moi, j'entendais Monsieur Paf dans son intervention pour parler de ses articles. Oui, quand on est étudiant, on n'est pas responsable de ce que tu es, de ce que tu fais, de tes goûts, de tes habitudes de consommation, de tes habitudes de regard et tout ça. Mais à l'université ou dans les écoles privées qui sont après le collège et le lycée, tu es responsable. Tu n'es plus encadré. À l'école ou au lycée, tu es encadré. Et généralement, ce sont les parents qui s'occupent de tout. Mais à l'université ou en école privée, tu es tout seul. Parce que tu l'as voulu. Et dans lesquelles tu es responsable. Tu dois aller chercher les informations. Hein, à l'université, je me rappelle, on avait des UE d'enseignement de découverte où on devait aller dans les autres secrétariats des autres sections de l'université pour trouver un module de cours qui serait compatible avec nos horaires, mais aussi qui soit compatible dans le listing proposé par le secrétariat de notre section. Donc c'était vraiment un peu la galère. Tout le monde allait en littérature, parce que la littérature, bien sûr, ça fait penser à ce qu'on faisait au lycée. Vous avez comment ça s'appelait, les traitements composés, ou je sais plus comment ça s'appelait, le machin où décortique des textes, ou l'histoire de la littérature de je sais trop quoi, ou justement les gens en langue, ou je sais pas moi, en psycho, ils allaient tous faire les choses en art du spectacle, cinéma, parce que c'est de la culture, c'est facile. Moi, à un moment, j'étais un peu dos au mur, et je me suis dit, essayons d'être créatifs. Je suis allé voir du côté des religions, des études religieuses. J'ai fait introduction à l'islam, introduction au schisme religieux. C'était très compliqué à comprendre parce que je n'avais pas l'histoire dans la tête, et introduction à l'œcuménisme. C'était bien comme cours. Après, j'ai eu de mauvaises pioches aussi. Hein. J'ai fait introduction à la lecture de la Bible, mais c'était pas juste lire la Bible. Hein. Non, c'était comparer les différentes lectures de la Bible en fonction des différentes éditions des Bibles et du mouvement qu'ont subi les textes et leur traduction au gré des années.
c'était pas la bonne chose à faire. Oh là là, c'était pas la bonne chose à faire. Mais c'était des entreprises individuelles qu'il fallait faire. Il fallait aller vers les choses, il fallait aller tout seul dans les secrétariats. Alors que généralement, au collège-lycée, tout roule tout seul. Dès qu'il y a un problème, il y a un parent qui appelle et c'est réglé. Enfin, là, à l'université, ça n'avait rien à voir. Hein. Et là, les parents pouvaient pas m'aider pour me faire apprendre. Hein. Ça n'existait pas. Hein. Donc bon, Paf, il est bien gentil, mais je crois pas qu'il sache de quoi il parle là. Dire que c'est la faute de la société, c'est ne pas se rendre responsable. C'est typical de la gauche, hein, j'ai envie de dire. Hein, c'est se victimiser et jouer l'assisté. Hein, pour de la culture en plus. Hein. C'est pas comme si c'était voilà, des sections, je sais pas, le droit ou des trucs de chimie, de mathématiques. C'est quand même c'est très compliqué. Hein, là, on parle vraiment de section culturelle à l'université. Hein, c'est pas ce qu'il y a le plus dur. Hein, vraiment pas. Hein. Par contre, ce que je peux entendre vis-à-vis de cette question, c'est qu'on peut découvrir les films trop tôt, qu'on n'a pas la maturité, qu'on n'a pas assez vécu pour ressentir pleinement le spleen d'être un adulte. Voilà, par exemple, les Antonioni, il est clair que pour moi, c'est pas des films pour les ados ou les adolescents. C'est des films pour les adultes. Parce que ça a été fait aussi par un adulte, hein, pour le coup. Et il y a des choses que je ne peux pas comprendre quand je suis petit et que je comprends mieux maintenant. Et que je savoure même mieux maintenant. Il en va de même pour d'autres réalisateurs où c'est des réalisateurs d'adultes. C'est pas des réalisateurs pour les enfants. Et il ne s'agit pas de décryptage d'images qu'on comprend pas ou je sais trop quoi. C'est un rapport au temps. Il y a des films dont le rapport au temps ne le perçoit pas avant une certaine vie, un certain mouvement dans son propre temps. Mais comme je l'avais dit, il y a des studios qui veulent essayer de s'approcher de ces films et il y aura des cancres. Et je le voyais dans ma section. Il y avait des gens, ils étaient toujours au fond, ils foutaient rien, on se demandait ce qu'ils foutaient là. Et il y avait des gens qui étaient toujours devant et qui essayaient de poser des questions, d'écouter, tout ça. Mais généralement, à l'université, il y a beaucoup de choses qui ont été un peu épurées au fur et à mesure. Parce que dans les premières années, je ne sais pas comment c'est maintenant, hein, mais moi dans les premières années, c'est-à-dire première année et deuxième année, on avait encore des cours de théâtre et des cours de danse, parce que le cinéma rentrait dans le cadre art du spectacle. Et donc dans la première année d'art du spectacle, on a des cours de cinéma, on a des cours de théâtre et on a des cours de danse, notamment des cours pratiques. Alors Dieu merci, moi j'avais le choix entre théâtre et danse, hors de question que je fasse de la danse. Donc non, j'ai fait du théâtre. J'ai pas trouvé l'expérience très... Enfin, le mec, il faisait un très bon boulot, hein. Mais moi, voilà, j'étais toujours très gêné dans les trucs de théâtre. À ce moment-là, les gens qui n'avaient rien à foutre là, vu l'austérité justement de cette organisation, où tu viens faire du cinéma, mais tu dois te coltiner le théâtre et la danse, et c'est pas du tout ton rayon, bah il y en a qui dégagent, hein. Et en deuxième année, on a à peu près le noyau dur qui va rester jusqu'en troisième, avec quelques variantes évidemment. Et des fois, il y a des gens qui viennent en cours de deuxième. Il y a un de mes meilleurs amis qui est arrivé en cours de deuxième année. Et il y a des fois des gens qui viennent en troisième année, parce qu'ils ont fait par exemple un BTS, voilà, en 2 ans. Et après, ils viennent pour grappiller un peu plus, hein, évidemment. Ils font une troisième année en licence de cinéma. Bah, généralement, ce sont des gens, à moins d'être particulièrement socialement au contact, ce sont des gens qui ne s'intègrent pas à la classe. Mon ami qui arrive en deuxième année, lui, c'est bien intégré à la classe. Mais il y a d'autres personnes auxquelles je pense qui étaient venues en troisième année de licence, ils se sont jamais intégrés. Donc bon, c'est des choix, hein. C'est des gens très individualistes, hein. Ils en ont un peu rien à foutre des autres, hein. Donc bon, écoutez, c'est comme ça, hein. Mais oui, découvrir les films trop tôt, ça, je l'entends totalement, ça c'est tout à fait possible. Des films de gens qui ont déjà vécu sont donnés à des gens qui n'ont pas encore vécu. Et qui ne seraient pas responsables, comme le disait Paf. Bon, ça c'est dur, c'est un peu bête de le formuler comme ça. Ou c'est trop simple de le formuler comme ça. Dans ce cas-là, il faut rééduquer la perception. Pour les gens qui étudient le cinéma, ils doivent des fois apprendre tout pour certains. Mais je pense pas que le professeur doit, dans ce cas-là, affaisser son travail pour choper l'étudiant feignant. Dans l'intervention de Paf, il parlait du film Salaud. Et il disait, si on parle de Salaud comme étant un film important dans l'histoire du cinéma américain, c'est pas la bonne chose à faire. Il faut dire, c'est le film le plus choquant de l'histoire du cinéma. Ah oui, ça il faut faire, parce que ça hook, hein, ça chope
l'étudiant un peu mollasson qui a besoin d'être stimulé. Mais je ne crois pas que l'université, le prof d'université est là pour stimuler. Quand tu vas en cours, tu es naturellement stimulé. Les étudiants qui ont besoin de ça n'ont pas grand-chose à foutre là. C'est parce qu'ils n'en veulent pas. Et en vouloir, c'est quelque chose qui est assez crucial dans les études universitaires. Quand tu es en première année d'art du spectacle et que tu te tapes des trucs dont tu n'as rien à foutre en théâtre et en danse, je peux vous assurer qu'on était au taquet sur les cours de cinéma, quels qu'eût étaient les sujets. Je pense clairement que Monsieur Paf, il ne sait pas ce que c'est qu'être à l'université. Ou alors c'était une université de branquignol, ou alors il a fait qu'une seule année. Parce que là, ce qu'il dit, c'est complètement aberrant. Ou alors c'est l'université, vous savez, nouveau modèle, pour feignants. Non, à un moment, il y a la soif, en fait. Et des fois, la soif, elle n'atteint que 30% de l'effectif de base. Hein. Et c'est vrai qu'en troisième année, il y avait un noyau dur. Il y avait un noyau dur avec, j'allais dire, il y avait un noyau dur avec un alpha. En quelque sorte, oui, Jean-Cyril, un grand monsieur, très très grand, qui était voilà, beaucoup plus âgé que la plupart d'entre nous, mais qui était très gentil. C'est lui qui avait fait les images de mon court-métrage. Et moi, j'étais un peu le Sigma. J'étais un peu celui hors bande, mais dont il pouvait largement confier n'importe quoi. Parce qu'il savait que moi j'avais aussi quelques cartes à jouer dans ma besace. J'étais aussi un bon joker. Mais je faisais pas forcément partie de la bande, mais j'étais un peu l'outsider des fois à qui on vient parler. Non, mais c'est vrai que c'est amusant comment les mouvements en fait de groupe se figent au bout d'un moment en deuxième année. La première année, on ne sait pas trop où on est, donc on essaie de grappiller avec les gens peut-être qu'on connaît, tout ça. Moi, il se trouvait que la première année, il y avait des gens de mon lycée qui étaient venus. Donc moi, forcément, naturellement, j'allais avec eux. Mais en deuxième année, au fur et à mesure, justement, quand les groupes commencent à se resserrer et on voit certains qui lèvent tout le temps le doigt pour poser des questions et tout ça. Et quand on commence aussi à faire des groupes pour faire des histoires, vous voyez, on est forcé de faire des courts-métrages. Et on commence à voir un peu les leaders et ceux qui ont des choses à dire en faisant des films et ceux qui n'ont rien à dire. Et là, c'est vraiment amusant de voir les groupes se former. Et en troisième année, je me suis retrouvé à monter, je crois, 8 films des troisième années. 8 films à peu près, en plus du mien. Parce que les gens m'avaient fait confiance, parce qu'ils voyaient en fait que même si j'étais pas forcément avec eux tout le temps, même si je parlais pas forcément avec eux tout le temps, ils pouvaient compter sur moi. Et je pouvais entendre ce qu'ils disaient. Même si je regardais pas beaucoup de films en salle, mais enfin, voilà, j'avais acquis un respect parce que ils me voyaient tout le temps. Moi, j'étais investi dans l'envie de savoir. Bien sûr, quand on sort de la salle, là, souvent, il y a des choses qui se passent. On parle. Il m'avait vu aussi péter un câble contre le gestionnaire du matériel de cinéma qui avait perdu mon chèque de la somme de 2000 €. Et moi, j'avais vu rouge. Bien sûr, c'était pas mon argent, c'était l'argent de mon père. Mais quand même, c'est pas possible de perdre un chèque de cette somme-là. Et moi, j'étais très, très, très mécontent. Et encore heureux que Jean-Cyril était dans le coin parce que sinon, moi, je pense que j'aurais cassé la gueule au mec. Mais moi, je n'étais pas content du tout. Donc ça, forcément, ça sert aussi les liens avec d'autres personnes qui pensent comme toi. Et ça constitue encore une fois le noyau dur qui en veut, qui transpire en fait d'idées, qui transpire de soif, de vouloir aller plus loin, et pas forcément aller plus loin, c'est-à-dire lire tout ce que les profs nous donnent, regarder tout ce que les profs nous suggèrent, mais une soif de continuer, de suivre en fait, de ne pas s'arrêter seulement à l'université, mais continuer à regarder chez soi, continuer à aller en salle, faire ses projets. C'est pas parce qu'on voyait vraiment qu'il y en avait qui étaient là presque trop studieux, comme si c'était voilà, on a le temps du cours et après c'est fini. Non, nous quand on sortait de la salle, d'ailleurs il y avait vraiment un groupe qui était comme ça, quand on sortait de la salle, ça continuait jusqu'à vraiment ce qu'on se sépare tous, et même individuellement ça continue en fait. C'est vraiment on vivait cinéma tout le temps.
à des échelles, voilà, qui étaient différentes en fonction de chacun. Mais il y en a certains, c'était vraiment tout et tout. Il n'y avait que ça. Et c'est assez plaisant de le sentir à l'université. Vraiment. C'était de belles années. Et ça a formé de très beaux liens d'amitié. Écoutez, je pense que je vais terminer cette FAQ. J'espère que toute cette partie d'FAQ vous aura plu. En effet, je ne sais pas où on va, aussi bien dans le monde que sur YouTube, mais on y va. Et je pense qu'il y a quelque chose de très désespérant vis-à-vis du YouTube cinéma, de voir que finalement les choses ne bougent pas, et quand elles bougent, c'est des fois des catastrophes qui sont devant, sur la vitrine, il y a des catastrophes. Je veux dire que Reggie Gorilla soit maintenant une vitrine, mais c'est parce qu'on l'a laissé faire, hein. Parce que le Fossoyeur, il a fait une pause, alors maintenant il veut reprendre, très bien, parce qu'il a peut-être vu que Reggie Gorilla prenait sa place. Alors peut-être maintenant il se réveille, que Durandal s'enlise dans des machins, on n'en a presque plus rien à foutre, que, je sais pas moi, Victor Bonnefoy continue ses marottes, mais il est presque invisibilisé. Il a un tel noyau dur que finalement il peut continuer quand même à exister. Que des gens comme Zoltan, Merej, Film Docker, toute la clique de youtubeurs cinéma qui sont venus avec le Covid principalement, finalement ils n'ont pas explosé. C'est-à-dire ils n'ont pas été devenus des gros youtubeurs. Si éventuellement Dirty Tommy, mais étant donné que je regarde absolument pas la chaîne, j'ai du mal à en mesurer l'impact. Si, je peux peut-être en mesurer l'impact quand la gauche parle de lui, donc la gauche cinéma sur Twitch, c'est-à-dire en moquerie, hein, clairement en moquerie. Bon, je trouve que ça n'a pas grand-chose à faire là, mais bon, c'est leur affaire, hein, c'est pas les miens, c'est pas mes affaires. Ouais, je sais pas, mais je pense qu'on va vraiment s'enliser, et en ce qui me concerne, moi je pense sur Discord, il y a des cartes à jouer. Et moi, je serais toujours plus d'avis de faire des vocaux sur Discord. Là, je vois des gens connectés d'ailleurs sur certains Discord chez qui je vais. C'est des entreprises individuelles pour essayer de rencontrer les gens plutôt que des choses de masse. Mais cette année, je ferai des vidéos. Hein, j'en ferai plus que l'année dernière. Enfin, en tout cas, j'ai prévu un programme. Je vais essayer de m'y tenir de ce programme. J'ai des choses à faire chaque mois. Et c'est mal parti. Je peux pas vous dire que je suis déjà en retard. Mais voilà, il va y avoir des choses, vraiment. Je vais essayer de... Alors je dis pas que, j'ai un programme pour faire monter ma chaîne en puissance. Non, j'ai un programme pour faire des vidéos. C'est ça la différence. Je n'ai pas un programme pour performer et donc faire des vues et donc faire des abonnés, tout ça. J'ai un programme de choses que j'ai envie de parler cette année. C'est vraiment une vraie différence. Je ne perçois pas YouTube, et je n'ai pas envie de percevoir YouTube comme un business model, mais comme un centre de partage. C'est ce que j'avais dit à Samir d'ailleurs en message privé, l'archive du regard. Voilà. Cinefiles, c'est l'archive d'un regard. Et j'espère que ce regard, vous le suivrez jusqu'à ce que je crève. Voilà. Ou jusqu'à ce que vous crevez éventuellement. Espérons le plus tard possible dans les deux cas, évidemment. Moi, je regarde souvent Tommy quand il fait des lives avec des invités, c'est sympa. D'ailleurs, tu pourrais passer chez lui facilement. Je pense que ça ferait des discussions intéressantes. Vos visions sont différentes. Moi, j'ai pas vu les lives de Dirty Tommy. J'espère que c'est beaucoup mieux que des poils et des toiles ou des toiles et des poils, parce que alors lui, ses lives, c'est vraiment une calamité. Hein. C'est insupportable. Oui, j'ai l'impression qu'il y a des sujets différents et tout ça. Ouais, mais bon. Tu sais, moi je pense que personne à part Microciné me connaît, hein, donc un moment j'étais venu lors d'un événement où il y avait pas mal de youtubeurs et il y en a un qui me connaissait et qui m'avait voilà, et la personne était venue voir Samir qui était là aussi, et tout d'un coup il me voit et me dit "Oh, t'es là toi", comme si j'étais pas invité, quoi, ou comme si je n'étais pas censé être là. Donc on voit le degré d'absence de... Donc moi je cherche pas à contacter ces gens. Si tout d'un coup ils veulent me contacter, moi je serai apte à leur répondre par la positive ou la négative, hein, mais je ne vais pas courir après eux, parce que j'ai jamais couru après qui que ce soit. J'ai pas couru après Samir, c'est quelqu'un qui a parlé de moi à Samir, et le hasard a bien fait les choses,
c'est devenu un ami, et j'en suis très content. Je pense que c'est une des meilleures choses qui est arrivée à YouTube. Cinéma, Samir, vraiment. Qui vivra, verra. Hein, on verra bien. Et si tout d'un coup, j'étais invité à communiquer ou à débattre avec des chaînes YouTube dont je n'aime pas le contenu, je pense que je ne me défilerai pas, ou que je ne refuserai pas, par pure envie d'être plein de conviction en face de lui, et de voir s'il est, entre guillemets, sauvable. Si on peut percevoir quelque chose de positif à l'issue de cet entretien, ou si c'est quelqu'un qui ne peut pas être sauvé dans ses réflexions, les mentalités bloquées, des choses comme ça. Parce qu'on peut sauver les gens, on peut juste les amener à se poser des bonnes questions. Si ce sont des gens qui sont trop dans le dogme, alors là c'est fichu, très bien, mais j'aurais essayé. Et des fois se confronter à des gens qui sont vraiment très différents, des fois ça permet de bien se remettre dans sa mission sur YouTube, de se remettre en question aussi sur nos propres arguments, et de savoir des fois les fossés qui peuvent séparer certains youtubeurs en termes culturels. Et je dis pas culturel, l'amoncellement de connaissances, mais les questions qu'on se pose, la méthodologie, le rapport sensible. Il y a des gens qui parlent absolument pas de sensibilité quand ils font des critiques. Hein. Ça ne les intéresse pas, alors que c'est quand même une part importante de ta réception d'un film. Et questionner tout ça, c'était pas facile. Mais à force de faire des vidéos, si on n'est pas dans pilote automatique à chaque vidéo, il y a quand même des choses qui peuvent émerger. Et c'est en parlant avec les autres aussi qu'il y a des choses qui s'ouvrent. Donc moi, je veux rester dans le dialogue. Alors c'est un dialogue que vous ne voyez pas forcément sur la chaîne directement, hein. Ça j'en suis sûr. Mais par contre, moi je suis très souvent en dialogue sur Discord avec plein de gens. Qui plus est, les gens de la formation, hein, ça c'est vrai que c'est assez important. Ça prend maintenant de l'importance. Moi je suis toujours répondu au MP, je regarde très régulièrement mes commentaires sur YouTube, et des fois j'y réponds quand même assez souvent. Donc je veux rester droit dans mes bottes, et on va voir ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, l'avenir de 2026 nous réserve de bons films. Je pense que ce sera une année assez forte en film. Donc hâte de découvrir tout ça avec vous. Et je pense que en mars, on fera un nouveau quiz de musique, parce qu'il se trouve que la personne qui a gagné le dernier quiz ne m'a absolument pas contacté pour dire quel film il allait choisir pour que je fasse une critique. Il m'a pas contacté. Et donc ça fait quand même un petit moment. Donc on va relancer la machine du quiz en mars. Parce que là, jusqu'à fin février, je peux absolument pas. Donc en mars, il y aura un nouveau quiz, voilà. Et puis il y aura plein de vidéos, évidemment. Alors, en tout cas, je continuerai à te suivre quoi qu'il arrive. J'aime beaucoup ta manière d'être, mais ce serait sympa que d'autres puissent tomber sur ton contenu. Ah moi je le souhaite aussi, hein, l'art n'est pas demain. Et encore, t'as pas vu, oh là là, l'art n'est pas demain, t'as pas vu mon mashup. Oh, il est bon mon mashup. Il va arriver début mars, je pense, parce que fin février, je pars en Alsace pour fêter mon anniversaire, donc je ne serai pas apte à faire les derniers ajustements. Mais là, le mashup, il est très en phase d'être terminé. Là, tout le son est fait, j'ai refait des passes, je vais le voir chez un ami qui a une très bonne télé, il faut que je redemande à quelqu'un aussi ce qu'il en pense. Mais là, on est vraiment sur des phases finales. Là, on n'est pas loin. Je ferai une petite bande-annonce, et puis après, c'est parti. Donc sur la chaîne de Mashup, absolument, l'art n'est pas demain. Donc la chaîne de Mashup qui s'appelle Mashup Fever. J'en reparlerai sur X, hein, évidemment. Voilà, écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette 4e partie des FAQ. Merci d'avoir suivi les autres parties qui sont disponibles maintenant en version un peu compressée sur YouTube. Hâte de voir ce que l'année nous réserve. Merci beaucoup pour votre soutien, votre fidélité. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.